ben, normalement, on a Albert de Paname qui vient, mais on va voir. Mais c'est Saul. Oui, c'est moi. Ah bah alors on a un immense, voilà, viens avec nous Saul. On a un invité surprise immense qui a tout décloisonné. C'est la première boutique, bah voilà, vous avez Monsieur Bonus Beat, BPM, voilà, et ben super, et ben voilà. Alors je continue. J'ai Voilà. amené mon père voir les films. Waouh, voilà, il est où? Il est aux toilettes. D'accord, bon la il est là. Bravo. Bon, Ah, il est là. super, hyper parti. Il y a Patrick Vidal qui est là, venez avec nous, sauvez Patrick. Alors voilà, on parle. Donc Patrick, il y a Marie et les garçons, qui est produit par John Cale en 80. 77. Oh là là. Waouh. Ok. 80, on est déjà séparés. Ah ouais, c'est vrai que ça allait vite à l'époque. Ça va très vite. Ça va très vite. Et puis, pour parler du moment, toujours des années 80, il y a les bains et le palace, donc les DJ. Ouais. Pas mal d'autres choses après. Pardon, j'essaie de faire synthétique pour qu'après on puisse parler aussi avec vous. Et puis l'autre Patrick, il y a Patrick Rognan qui a depuis plus de 30 ans, qui informe sur toutes les musiques pointues, que ça soit gothique, industriel, new wave, techno, et les soirées. Et il y avait son émission, comme vous l'avez vu dans le film, la messe radiophonique, c'était Rave Up. Voilà. Et puis Saul, qui était la plaque tournante. Saul Rosso, donc, comme vous l'avez vu dans le film, les premières boutiques, je crois qu'on peut dire que c'est la première boutique où c'était toujours. Oui. Je vais juste souligner une chose. Quand on m'appelle commerçant, je me fâche. J'ai jamais dit Patrick, commerçant. non, je ne parle pas de toi. Quand les autres, le journaliste ou autres, commerçants. Non, j'ai ouvert la boutique pour mon plaisir. C'est-à-dire, j'étais sûr d'avoir les disques que je voulais. Grosso modo. Et faire profiter les autres, bien sûr. Bien sûr. Et donc, du coup, voilà, tous les quatre. C'est un point commun. Un point commun. Parce qu'on n'a jamais fait de la musique pour ça. Bien sûr. Ah oui, Que ce soit oui. dans leur recours après. Et puis je sais que tous les trois, dans le film et hors du film en vrai, vous accordez pour dire que l'idée, que c'est absurde, que ça devienne une forme de star system, le DJ, et qu'il n'y a pas à avoir une sorte de mettre le DJ sur un podium avec le public qui met sur un piédestal le DJ. Et voilà, peut-être déjà vous avez envie de réagir ou des questions, et sur le film ou à nos trois invités. Personnellement, revoir les films la deuxième fois, c'est vraiment les voir pour la première fois. Donc, je retire tout ce que j'ai dit auparavant. C'est vraiment un film extraordinaire. Parce que c'est comme un beau livre qu'on lit la deuxième fois et on redécouvre des choses qu'à la première lecture nous a échappé complètement. Et je dois dire merci à mon papa pour avoir vu le film la deuxième fois. Ça me fait plaisir. Pour info, Saul, c'est vrai que tu n'avais pas vu dans les meilleures conditions, c'était une projection dans une salle où oui, j'étais par terre. C'était comme ça, j'étais par terre. C'est vrai que c'était pas hyper confortable. Mais c'était bien, j'ai un bon souvenir. Et puis, même si c'est hors sujet, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment un sujet aujourd'hui? Non. Complètement. Un petit peu. Non, je parle pas de tout. C'est pour parler de toi, mais c'est parce que, même si vous avez vu mon film, c'est vrai que Saul, il a un parcours super intéressant, parce que tu me racontais, ça c'est pas dans le film, mais j'ai adoré quand tu m'as raconté ça, que tous les Italiens connaissent The Residents, parce que une des missions de Saul, c'était que quand il était dans la programmation musicale de Radio Radical, donc la radio du Parti Radical, il fallait tu passais The Residents. Absolument. C'était pratiquement les groupes qu'on passait Enfin, tout Ralph Records, les labels Ralph Records, on les passait tous. Ronaldo Delouf, Taxi de Moon, Residents, etc. Et voilà. On a passé la nuit entière tous les disques de Ralph Records. Et moi, j'ai fait la même chose sur Paris, parce que tout le monde me connaît sous le nom de Rave Up, sur Radio FG depuis 1990, alors qu'en fait, j'ai démarré en 1981 sur la même radio, mais qui s'appelait Fréquence Gay, avec une émission qui s'appelait Vaudou.
Et en même temps, je travaillais dans une obscure petite boutique de disques qui importait de la New Wave et des bandes dessinées. Et en fait, on a été surtout le Lotus Bleu, comme dans Tintin. Et on s'était ingénié d'ailleurs à surtout diffuser du Residence. À l'époque, c'était donc le disque Esquimau, avec des chants esquimaux, un disque tout blanc. Donc c'était une des boutiques de disques les plus bizarres de Paris. Donc j'ai Et c'est l'histoire d'Esquimaux, et c'est une histoire vraie, oui, bien inventée. Oui, bien sûr, ils ont tout enregistré sur place. Voilà, donc quand la techno a démarré, disons que ça faisait 2 ans quand même que ça bougeait dans le monde. Comme j'avais voyagé beaucoup, j'étais allé en Inde, j'étais passé à Londres, et ça avait déjà démarré là-bas. Donc j'ai pas été du tout surpris et j'ai embrayé immédiatement en poussant cette radio qui s'était dispersée un peu dans n'importe quoi, à se centrer là-dessus. D'ailleurs, Saul m'avait précédé, puisque juste avant que il y ait ce nouveau radio FG, il y avait une autre forme de FG, parce qu'à chaque fois qu'on faisait faillite, on gardait les initiales et on changeait tout. Donc il y a eu Future Génération, il y a eu Fréquence Gay, ils ont même essayé de faire filles et garçons. Ça n'a pas marché. La radio des anges. Et donc Saul et Samira Arbia avaient démarré en 88, je crois. 91. Bon, si tard? Non, c'était un peu avant. Avant? Oui, puisque moi je suis arrivé en 90. Alors c'était vraiment 89. Oui, voilà, exactement, au tout début du mouvement. Ouais. Mais en effet, tout s'est passé en short period, c'est-à-dire en septembre 89, décembre 89, il y a eu l'explosion du Rex Club avec les soirées jungle, et l'ouverture de Bethel, excusez-moi, et non, la connaissance de tous ces microcosmes, on s'est tous retrouvés ensemble, et la chose la plus belle, c'était pas la nuit, mais c'était plutôt les matins, les afters. C'est vrai ou pas? Les afters, par contre, ça c'est quelque chose de vraiment nouveau, qui caractérise bien les années 90, parce qu'avant il y avait des sortes d'afters, mais qui n'étaient pas des afters, c'était des tidins. Je me suis toujours demandé qui est ces gens qui mettaient leur âme et dévotion pour organiser tous ces coussins causés où on pouvait s'asseoir, la musique, les boissons, gratos. C'est différent les afters d'époque. Ça a beaucoup changé. Oui, vous n'avez pas parlé que tout le monde était sous ecstasy, et Ça rendait les choses plus chaleureuses. ça rendait les choses encore plus chaleureuses. C'est vrai que l'after était un espace de chill out, tout le monde se détendait et s'asseyait par terre. Ça a beaucoup changé. Donc, Moi, on m'a demandé ça, tu veux qu'on te masse oui, c'est ça, ouais. Je pense qu'on est tous passés par là, non? Surtout aux soirées comment ça s'appelle, celui qui habite à Montpellier, et les deux copains, la mémoire, il nous fait des tours à Manuel, non, peu importe, c'était parmi les deux grands organisateurs des soirées, à part Patrick, Bertagnol, Et Casara. Et il faisait des très très belles fêtes. Pierre Herman. Ah oui. Mais d'ailleurs, dans le film, grâce à Pierre Herman, j'ai quelques plans très très bien. On voit la soirée qu'il organisait, tu sais, à Absolute Humidity, c'est lui. Ouais. Hein, c'est Ouais, ça. ouais. Donc il y a quelques plans qui sont surimpressionnés, mais voilà. On peut vous inclure dans la discussion, hein, vous pouvez nous parler de vous. Je sais pas, est-ce que vous avez vécu ce moment charnière Et personnellement, j'ai vécu ça, moi. J'avais 20 et quelques années, et c'était tout nouveau, et c'était génial. Ouais. C'était super. C'était une sacrée époque. Les années 90, c'était un peu, mais personnellement, mes années 70. Et sans faire l'école des fans, monsieur Rousseau,
vous avez suivi un peu ce moment charnière et l'engouement de votre fils pour cette nouvelle Moi, je suis musique. très admiratif de tout ce que je vois là. Pour moi, c'est un peu la préhistoire, mais enfin, ça m'amuse beaucoup. Hein. C'est très, très intéressant. Et vous avez fait un très joli film. Hein. Tous les morceaux d'archives, là, c'est très, très beau. Hein. C'est bien choisi, c'est beau, c'est bien monté, c'est bien raconté, donc c'est parfait. Bravo. Et ça, c'est votre papa. Oui, Il dit, Ouais, moi, j'étais le grand-père de il dit qu'il est VPN. admiratif de... Bon, vous avez toute la génération, là. dans sa voiture, il a les plus belles cassettes que j'ai jamais écoutées. C'est moi qui lui a fait des cassettes avec amour. Moi, je ne les ai pas, lui, il les a. Et maintenant, il les a conservés. Mais même si, parce que moi je sais un peu, parce que quand on s'est vu, tu m'as raconté un peu l'origine, le démarrage de BPM, et peut-être tu peux le raconter avec l'histoire de Chant-Disque, parce que c'est assez romanesque quand même. L'histoire de Jean-Disque, je ne sais pas comment commencer. Parce que à un certain moment, ils étaient en train de faire faillite. Non, d'abord, c'était septembre 89, ils m'ont fait une proposition d'achat. C'est-à-dire que Chant-Disque voulait acheter des peines. Molusbit, pardon, pas des peines. Et moi j'ai dit non, évidemment. Quelques mois après, vraiment 4 mois après, ils étaient presque en train de poser le bilan. Et donc les cartes ont changé. Et c'était moi qui était en train d'acheter Chant-Disque. Et finalement, j'ai dit, j'en ai rien à foutre d'avoir des boutiques sur les Champs-Élysées. Mais ça a été le déclic pour faire ta boutique, non Non, la boutique était ça déjà existait. ouverte. Ah, pardon. Parce Je que, me suis dit, je reste à Bastille. d'accord. Non, parce que j'avais compris à tort qu'en fait, en rachetant leur stock, tu avais tellement de disques déments que tu t'étais dit, Non, avec ces disques déments, je vais ouvrir une Non, boutique. mais C'est ça ils que je commençaient croyais. à house, mais c'était de la house très piano, un peu commercial, provenant de la Ah, ok. disco, et ils n'étaient pas vraiment house. Quoi. Donc, C'était non, toutes les non, inspirations c'était de la proto Ça a été un très grand magasin. Ouais, quand je Faut dire que, je sais pas, c'est venais le à Jean-Baptiste Paris ouvert, dans les années 80. C'était ouvert jusqu'à 1h du matin, j'ai on passé, achetait les j'ai maxi passé étaient des posés, journées entières, non c'était incroyable. Ouais. Et on allait en club avec les disques sous. Ouais, On c'était avait toute acheté la à minuit. disco, toute la Ouais, disco c'était des piles, américaine on d'importation. prenait des piles direct. Et il y a eu une période où la FNAC rue de Rennes avait des très très bons disques parce qu'ils se servaient chez Caramel. C'est vrai. Tu connais, non Oui, c'est un Thierry Pillard, c'est un ami à moi qui travaille là-bas depuis 86. À Caramel Et non, la FNAC, non, et Bettino, qui Oui, travaillait à Bettino, Caramel, c'est a vrai. ouvert son magasin de disques. Enfin, on est un village gaulois. Romano-gaulois. Romano-gaulois. C'est vrai que cette histoire, et même les histoires dans les années 80, se sont toujours faites en famille. Quoi. Il y avait une petite bande, ça n'était pas non plus quelque chose d'incontrôlable. On savait exactement tout ce qui se passait à Paris. Et je pense que ça se reflète un petit peu. On n'avait pas vraiment besoin de réseaux sociaux, ni de choses dont on dispose maintenant pour avertir tout le monde. Et d'ailleurs, la preuve que ça marche pas très bien, c'est que je fais beaucoup de com sur Facebook. Et il y a mon charmant de présence, mais on n'est pas hyper nombreux non plus. Mais c'est vrai que c'était une époque, je vais répéter ce qui est dit dans le film, mais c'est vrai que c'était une époque où on était beaucoup dans la rue quand même. On se croisait, tu croisais un tel, ou on se croisait dans les boutiques, Bonus Beat, BPM. Souvent, La les gens musique, venaient, n'achetaient c'était absolument important. pas de disques, venaient prendre les flyers. Bien sûr. Oui, voilà, exactement, il y avait les flyers. Nous, avec le groupe, on avait 1,45 tours, on faisait 300 personnes en province, on arrivait de Lyon, parce qu'il y avait le magasin de disques dans chaque ville de province qui avait un réseau. C'était étonnant d'ailleurs. T'arrives une salle pleine, alors personne ne te connaît, t'as fait un Ouais. titre. Par exemple, t'as raison, il y avait un garçon de Rennes qui passait chaque samedi prendre plein de tracts à BPM pour les ramener chez lui.
à Rennes. Mais il fallait vraiment aller à la recherche de ouais. l'information tout le temps. Ouais, c'est ça. Disons que... Non, parce qu'il avait tout dans un seul coup. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Mais disons, ouais, c'est un des thèmes autour de nos rencontres. Faut les revenir, quoi. Enfin non, pardon, c'était vendredi, dimanche. Mais en même temps, c'est pas un thème. Enfin, les thèmes se répondent. C'est comment l'info circule maintenant. Étant donné que, complètement d'accord avec ce que dit Patrick, à l'époque, c'était un peu une quête du Graal. Il fallait aller chercher les infos. Maintenant, c'est les infos qui viennent te chercher. Absolument. Il y en a Oui, mais tellement par contre, que... par contre, il y a une chose qui ne va pas changer, ce sera le téléphone arabe. Parce qu'avant, il y avait le téléphone arabe parce qu'il y avait un manque d'infos, que les gens n'avaient pas de trouver les flyers ou la bonne personne au bon moment. Maintenant, il y a tellement d'informations, même trop d'informations, qu'on est obligé de se téléphoner pour trier de toute manière. Je crois que ça se passera toujours par la communication téléphonique ou SMS. Ça ne va pas changer. Daddy, en italien, on dit il troppo storpia. Comment on peut traduire en français? Che cosa il troppo? Il troppo storpia. Oula. Le trop plein des formes. Quelque chose comme ça. Oui, C'est quelque chose comme trop ça. de... Oui, c'est ça, exactement. Ouais, exactement. mais c'est ça. Ouais, trop d'images, trop Mais c'est vrai, d'images. hein. On est assiégé d'infos. Et même moi, je vois des gens très intelligents. Et ils ont vu passer le truc sur Facebook et ils vous demandaient 20 fois à quelle heure c'est tout. Parce qu'on n'arrive plus à lire. Parce qu'on a tellement de choses à lire que quand tu as 10 lignes, si tu as réussi à lire 2 lignes, c'est déjà la victoire, quoi. Je sais, C'est vrai, hein. je sais, parce que vous êtes tous de la génération Twitter. Moi, je suis un journaliste vieille époque et j'ai écrit des papiers longs 30 pages. Quand je pourrais dire en un mot, c'est vrai, c'est vrai. Et pour revenir sur reprendre la machine à remonter dans le temps, quand on parlait des afters, toi t'étais officier, t'étais DJ au Kit Kat, hein, c'est Oui, on ça, avait créé aussi, ça en 86, ouais, ça fait 4 heures, 10 heures. Oui, du matin moi je pendant- pense que j'étais connu C'était en au Kit 86, Kat. ouais. C'était des afters, c'était pas aussi, c'était des afters un peu, bon, avec Diana Ross et tout ça, donc c'était un peu différent. Non, mais le format... non, mais déjà, les une gens liberté étaient musique. très bien, La donc musique était- finalement On l'ambiance commençait à était passer de très la house, bonne. effectivement, aussi dès 86. Cela dit, quelle que Ça, c'était soit important. la musique et les styles vestimentaires, on retrouve à peu près le même genre d'ambiance. Oui, bien sûr. Mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'au Banouche, on n'avait pas le droit de passer de la house, par exemple. Ah non? Non, ils ne voulaient pas. C'était un Pardon, format interdit. on Il y avait une pouvait soirée pas- le mercredi on d'un pouvait Italien pas- d'ailleurs, non, un Italien qui faisait une soirée tous les mercredis au Banouche qui était que house. Et les autres jours, on avait pour consigne, évidemment, qu'on ne respectait pas, de ne pas passer de house. Donc, parce qu'on était plutôt sur le funk et New Wave, Et c'était en même qui? temps, ça mélange. Tu t'en incroyable. souviens les noms? Non, je me souviens plus. Il faisait sa soirée qui était très bien d'ailleurs, très tôt. Hein. Mais on passait toujours, bon, on se démerdait évidemment. On ne pouvait pas passer à côté de cette musique, bien évidemment. Alors qu'au Kit Kat, effectivement, on avait commencé à intégrer dès 86 les trucs de Chicago et tout ça. Par les Jack Master Funk et tout ça. Pas de techno évidemment, c'était pas trop le format, mais plutôt cette house américaine, hein, plutôt vocale. Mais c'est marrant de se dire à quel point on pouvait interdire cette musique qui était totalement satanique. On en parlait de débat tout à l'heure, En Italie, stupide à la il télé, était quoi. interdit dans beaucoup de clubs et il était interdit de se mettre torse nu, ce que je trouvais assez drôle. Oui, surtout qu'il fait chaud. Non, mais l'Italie, c'est première chose, c'est un problème politique. C'est-à-dire que avant la Proteo House, la musique à danser, c'était la musique des droites. C'est-à-dire que une personne de gauche devait d'écouter du rock psychédélique ou romantique ou du punk. Il ne pouvait pas écouter de la disco. La disco, c'était à droite. Et quand la house est arrivée, ou la hip-hop, les hip-hop, l'électro de l'époque, alors tout ça s'est cassé. Et les gens, on peut dire les partis politiques, les militants, se sont pour la première fois mélangés. Ah ouais, c'est intéressant, bien sûr, oui, parce que tu as effectivement toute la tradition 70s, le krautrock, les musiques progressives. Par c'est exemple, tout, ouais. j'avais jamais fait l'amour avec un garçon de droite.
avec l'arrivée de la house, ça a été possible. Ça a vraiment tout décloisonné. Ouais. Quel progrès, hein? Mais ce qui est marrant, c'est que au début de la disco, c'est la musique qui a réuni les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Après, Oui, c'est absolument. encore ghettoisé, mais c'était le même procédé. C'est la seule fois où on a Oui. relié les codes blancs et noirs. Avant, il y avait vraiment les radios blanches, les radios Ouais. noirs, et c'est la seule musique qui Voilà. a rassemblé Voilà. d'un coup. Ça nous Enfin, apprend les que c'est- clivages, les mêmes. Oui, mais Ouais. c'était une musique de Ouais. ghetto au départ, parce qu'elle était ou black ou gay, ou les deux en même temps, mais elle Ouais. n'était surtout pas blanche. Non, Et c'est- après, c'est devenu effectivement autre chose. non, mais carrément. Et c'est vrai que par rapport à mon film, Mais dans ton film, on voit parfaitement ça. Hein, que oui, mais par rapport à ce que dit Patrick, je vous parle franchement, moi j'ai fait le film que je voulais faire, mais j'aurais pas dédaigné, enfin ça m'aurait pas déplu d'insister un tout petit peu plus là-dessus, que ça explose, ça envoie baldinguer toutes les étiquettes et tous les ghettos, parce qu'effectivement, cette musique elle vient effectivement des ghettos gays ou black en premier, quoi. Les deux même, souvent c'est mélangé et c'est ça qui est aussi super intéressant. Et puis même, je me souviens, tu l'as dit en interview, tu avais dit que c'était intéressant qu'une musique qui vienne des ghettos soit devenue la musique prédominante depuis presque 30 ans. Hein. Bah, en 86, Bah ouais. c'est pas mal. 30 ans. Oui. C'est devenu la culture principale qu'on peut observer. On peut dire que le premier disque de house, c'est Arthur Baker, non? Avant Chip E ou Armando, etc. C'est vrai ou non? C'est toujours dur à déterminer, ça. C'est toujours à déterminer. Le premier point. Mais moi, je commence à dire que finalement, Farley, c'est les premières. Moi, c'est le premier que j'avais écouté, c'est c'était octobre 86 même. Je le trouvais à Christophe Monnier qui est dans le film. J'avais l'étiquette, il ne voulait pas me croire, j'avais acheté Leaders en 86, 88, non, je lui ai amené, mais vraiment ce style. C'est vraiment le Ouais, mais tampon. en 83, il y a des chefs-d'œuvre, des proto house absolument extraordinaires sur des labels comme Criminal Records. Exactement. Même sur Prélude, il y a quelques tracks où il y a Ouais. déjà des Ouais. Et Tommy Boy. Ouais, ouais. D'ailleurs, pour dire que c'est pas arrivé d'un coup. Non, c'est pas arrivé d'un coup. Très, très Non. progressivement, mais depuis 88, on voyait bien qu'un mouvement entier. était Non, en 88, préparation. il y a eu une explosion. La house, elle est venue de la dance, non? Non. Non. Bah, C'était c'est- souvent c'est- classifié en dance, mais on voyait bien que ce n'était pas de la dance, Mais c'était c'est un un mot mot qui est qui beaucoup existait moins pas, travaillé. c'est- Oui, voilà. Non, Il y c'est avait- vraiment il y une avait disco, fusion, boogie, voilà, une fusion disco, des oui, funk, c'est- des soul music, disco, absolument. Et puis la disco, surtout de la disco électronique avec Moroder, Ouais, New Orlando. absolument. Hein? Ce que dit Ça, Derek c'est- May, ouais. hein, de mettre Kraftwerk et James Brown dans l'ascenseur et les faire parler, quoi. Ce que dit Jean Chicago, c'est que ce maxi de Dépêche Mode aussi nous a bouleversé, le remis de Dépêche Mode. Je sais plus quel titre Oui. a été énorme à Chicago et avec les Graveurs. Donc, c'était- Et Moi, j'ai une amie de Chicago Il qui- est centré sur Pat Cash, c'est ça? Ouais. Et c'est quoi son vrai nom à Pat Cash? Oh, on va garder le mystère. C'est un secret un peu. Ah bah oui, Ah, c'est un d'accord. personnage. Donc Pat Cash, c'est un surnom. Il faisait un groupe qui s'appelait Cosmic Wurst. Ouais. Là, il a vu le film. Voilà. Et- C'est pas centré, On n'en c'est sait le pas fil beaucoup rouge. plus. Hein. C'est vrai. Et il est devenu rabbin alors, c'est ça le truc. C'est pas loin, il étudie dans une yeshiva. Il étudie les textes sacrés. Alors, a priori, on va dire Intéressant, que ouais. normalement, l'étape suivante, c'est que tu deviens rabbin, mais c'est pas obligatoire. Tu peux être étudiant à vie. Pour moi, c'est pas le sujet du film Pat Cash, c'est le fil rouge. C'est par lui, et on en a parlé. C'est pas un hommage, Non. c'est un tribut. Non, pas vraiment, parce que d'abord, je ne l'ai pas connu. Et puis, je pense que moi, il m'intéresse sur le plan romanesque, parce que c'est quelqu'un qui a une aura romanesque. Il m'intéresse pour deux raisons, parce qu'il était dans toutes ces galaxies. Enfin, trois raisons. Il était dans toutes ces galaxies, il a disparu, et c'est un caméléon. Et ben ça m'intéresse. Après, je pense, et j'espère qu'on l'a vu dans le film, que je montre aussi son côté embrouilleur. Pas toujours clair. Et pour moi, le mec a rien d'un génie. C'est juste que c'était un type qui était l'incarnation pour moi de cette époque. Parce qu'il était partout. Il était dans une pure forme de décloisonnement entre le hip-hop, la funk, les débuts de la techno.
alors, certains disent que c'est un précurseur. En tout cas, il a fait des sons. Il est pas seulement musicalement parlant, il est dans la tête. Il est dans sa façon de s'habiller, de parler, de provoquer des personnes. Et C'est un personnage. c'est un iconoclaste par définition. Voilà. Oui, bien sûr, c'est un Avec des personnage goûts très romanesque. new-yorkais, c'est pour ça qu'il va très bien avec cette époque. Ouais. Ce mélange de punk, funk, Ouais. c'est typique New York. Lui, il adorait Parliament Funkadelic. La fête devenait moins magique. Ouais, c'est ça. Les dernières fois, il s'était d'ailleurs mélangé avec les gens du Technival et je pense que ce style de fête, c'était pas son truc. Voilà. Lui, il aimait les fêtes décadentes, riches, chatoyantes quand même. La fête des clowns. Pas trop cette espèce de militarisation étrange de la musique qu'il y avait dans les Technivals. Trop roots. Tous en kaki avec des véhicules. Moi, d'ailleurs, cette image, la fête des clans en film, elle symbolise la fin pour moi. Et c'est ça, hein, on est d'accord. Enfin, Mais parce que l'âge c'est des d'or, clans. mais final de ce qu'allait devenir maintenant la scène, Voilà. la scène des clubs, qui Ouais. est une épouvante absolue, quoi. Et c'est ça dure des clous. Déjà, c'est pas possible. Et puis pour C'est finir, un truc d'alcool. non, il a des raisons personnelles, et j'en connais certaines, mais je estime que ça regarde personne sauf lui, donc je les ai pas mises dans le film, parce que j'ai voulu qu'il serve de fil rouge, mais pas non plus jouer Mireille Dumas et raconter pourquoi pas de cash, il était Mais tellement délirant. Et Vous parlez de Shiva, mais Shiva, ça n'a rien à voir avec le rabbinisme. j'ai pas parlé de Shiva. Ah, Yeshiva. Le Yeshiva. Yeshiva. Ah, pardon. C'est le Yeshiva. On peut parler de Shiva, c'est très intéressant. Mais Oui. C'est non, quoi, non, c'est quoi une yeshiva? ben, Yeshiva, C'est une école. c'est tout simplement le nom d'une école religieuse hébraïque Hébraïque. où tu étudies le Talmud, les grands textes Ah, c'est ça, ouais. Ah, ok. sacrés C'est juifs. ça les Shiva. Et donc voilà, donc si tu veux, c'est comme si je te disais, tu fais des études, j'en sais rien, de théologie. C'est pas pour autant que tu vas devenir pasteur ou évêque ou je sais pas quoi. Enfin, Regardez tu vois ce que je veux Madonna, dire. par C'est exemple. Mais attention, non, il n'est pas là. Non, Rachel, c'est vrai. Rachel. Non mais, ouais, mais elle est au son de la cabale. La C'est la cache, c'est autre cabale. chose. Mais à la limite, je te dis, c'est mon point de vue. Mais moi, je dis, et alors, laissons-le étudier. Ce qui m'intéresse, c'est la façon qu'il a eu de disparaître et de se réinventer. Ah non, mais c'était une question, pas une critique. Non, non, j'entends Mais bien. Hein, surtout, mais je il te a dis, je été peux pas actif. répondre à ce point-là parce que sinon, j'aurais pas fait ce film-là. J'aurais raconté les choses autrement. Et que c'est ma vision, j'ai peut-être une vision romantique, mais j'ai envie de garder son mystère, quoi. Par exemple, tu vois, je l'ai au téléphone, je ne sais pas où il habite en Israël, je ne lui ai jamais demandé, j'estime que ça ne me regarde pas. Mais moi qui ai fait pas mal de rave parties énormément dans les années 90, j'en ai jamais entendu parler de ce mec-là. Ouais, mais t'es peut-être arrivé après. Parce Non, que je suis arrivé t'étais, en plein dedans, mais je faisais pas les teufs de Paris, quoi. J'étais pas très parisien. Oui, mais- Je faisais tout ce qui était autour, les fêtes, les raves qui étaient organisés en périphérie, quoi. Périphérie à l'extérieur. Sur celle de Pas de Cash, c'est vraiment au tout début. C'est le tout début, c'est pour ça que- 90, Tout début, là, j'ai vu un film, 90, 91. Ouais. Oui, mais c'est vraiment mon arrivée. Voilà, et c'est Il des a trucs arrivé hallucinants moi, comme le j'ai tunnel eu de la la chance Défense, d'arriver à Paris. toujours des trucs, on était Quand entièrement dans le Paris, noir. ça a éclaté. Ouais, bah, moi j'ai essayé d'y aller, j'ai pas réussi, je me suis Ouais. paumé là, au tunnel de la Défense. Ah, tu vois, tu vois, Tito. J'y étais, mais presque, parce que j'ai pas pu Ouais. aller à l'intérieur. Mais du coup, quand tu dis que t'as pas été, en fait, t'as failli y aller. Ouais, parce qu'on Et s'est t'es pas le paumé. seul, hein. À la Défense, on s'est complètement paumé, quoi. Alors, je vais te dire un truc, je te rassure, j'ai eu plein d'échos du même genre d'amis Ouais. qui me disent ah là là, on a voulu aller à la Défense, mais on s'est paumé. On entendait le son, mais on n'a jamais Voilà. réussi à Parce pénétrer. qu'il y a une deuxième lecture des rêves. Il y a des gens qui essayaient d'y aller et qui n'ont jamais atteint la rêve et qui ont rencontré des gens et qui ont passé comme une certaine Ils y passaient d'ailleurs, ils ont sur son poney. rencontré du C'est ça monde, l'avantage. mais n'ont pas trouvé la partie. On a même eu le cas d'un organisateur qui ne trouve la partie qu'au petit matin. Toute une aventure. Ah oui, oui, c'était, c'est la piste au trésor, quoi. Et donc, ouais, pas de cash. Il y a eu plusieurs, n'ont jamais trouvé celle de la Défense parce que c'était compliqué, quoi. Parce que c'était un labyrinthe. Hein, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez des rêves parties d'aujourd'hui? Ça existe encore, non? Bah, je me demande si Non, ça mais existe bon, encore.
Il y a Non, quand même non, moins il n'y dit a pas que... véritablement de rave au C'est sens fini. où on l'entendait, c'est évident. Tout a changé, c'est très bien organisé, même trop bien organisé. Ouais. On ne peut plus s'asseoir où que ce soit sans se faire expédier aux urgences, il faut quand même le savoir. Voire ramener un taxi et va te coucher et reste pas ici. L'ambiance a beaucoup changé. C'est ça. Je dirais même que c'est quasiment pire qu'avant que nous décidions d'organiser des rave parties parce qu'on en avait marre des boîtes, des bars qui commençaient vraiment à être très durs et très chers. Et donc maintenant on est dans une situation qui est quasiment pire. Bien sûr, il y a un énorme choix de musique, mais les gens sont dans beaucoup de cas, pas tous quand même, assez maltraités. Et cette manie qu'ils ont de danser juste devant le DJ, quoi. Oui, Voilà. C'est bizarre, quand même. terrifiant. C'est les codes du rock, Oui, C'est c'est les codes des festivals de rock. des ça. icônes. Moi, ça me suis catastrophé par Moi, quand j'allais en rave avec mes potes, on dansait en délire Mais d'ailleurs, ensemble. c'est vachement intéressant dans le film. On s'amusait entre potes, quoi. On n'était pas face au DJ, mais bon, c'est vrai que maintenant, le DJ, c'est devenu Voir comment les gens dansent dans le film, c'est très intéressant. Je trouve. Les codes sont complètement changés. absolument... C'est moins intéressant. C'est différent, mais C'est plus commercial. je trouve il faudrait que ça revienne à J'aimerais bien que la situation normale du DJ qui n'est pas du tout sur scène comme un chanteur. Quoi. Moi, je fais les deux, donc Bien c'est sûr. très bien quand je chante avec mon groupe. Je chante avec mon groupe quand je suis DJ. Je veux pas être face aux gens, je veux être dans un coin, les voir, mais Exact. faire mon boulot et partager Et les que choses les avec gens eux, mais s'amusent. pas frontalement. C'est terrifiant d'avoir des gens avec les bras en l'air devant soi. C'est Et qu'ils absolument lancent tous, horrible. ils lancent tous Y a de la rien même qui passe. manière face au DJ. Ils lancent pas déjà. Enfin, Dans certains cas, ils dansent pas. Sur un téléphone. Ouais, ils sont, voilà, exactement. C'est l'industrie musicale qui est derrière ça, parce qu'on voit ce mouvement, la EDM, Electro Dance Music, qui est surtout fort aux États-Unis et dans les pays d'Europe du Nord. C'est un spectacle. Le DJ est là pour faire le show avec de la pyrotechnie. Enfin, c'est absolument incroyable. Et ça, c'est une déformation qui n'a pas grand-chose à voir avec le mouvement. Je pense que c'est l'industrie C'est la récupération. qui C'est du tient à marketing pur, quoi. perpétuer ce star system. Ouais, C'est du marketing oui. pur, quoi. C'est la récup et aussi, au-delà des méchants, des commerçants, des organisateurs de fêtes, c'est que l'être humain est grégaire. Il faut le dire aussi, les gens, une fois qu'un truc qui est nouveau, comme c'était le cas en 87-89, est adoubé, ben les gens ils font tous la même chose. Donc s'il y a 3 mecs qui dansent comme des cons au premier rang devant le DJ, t'as 30 mecs, parce que l'être humain est grégaire. Mais ce qui est triste, Aussi, c'est que c'est ce vrai, qui est c'est triste, vrai. c'est que dans les DJ qui ont participé à ce moment-là, qui sont dans cette situation-là maintenant, on va pas citer de nom, mais ils n'ont jamais remis en question cette chose-là. Ils ont fait les mêmes erreurs qui Oui. ont été faites avec la disco et toutes les musiques, et ils se sont retrouvés quand même avec une vraie passion de cette musique-là en 86, et ils se retrouvent maintenant vers les clowns de manière tout simplement parce qu'il y a de l'argent derrière. Il n'y a aucun moment Ah, mais où il y a une analyse ou un Et reflet. certains Non, grands je sais pas. DJ qui sont rémunérés 200 000 $ la nuit, comme Carl Cox, comme des grands DJ. Ah ouais. C'est quand même hallucinant, quand même. Pardon, Ces sommes. combien tu as dit? J'ai entendu parler de sommes comme ça à Ibiza de 200 000 $. Euh, C'est vrai ou c'est pas non, vrai? non, la vraie chiffre exacte David Guetta, est 75 000 Combien? $. 75 000 $. 75 000 Ouais. Après, ils font 2 millions de Même chiffres d'affaires dans la nuit. 75 000 $, c'est quand même de la folie. quoi. Non, mais aux Les pays deux français, d'Afrique aux comprennent États-Unis, il y a- 70 000 Il y a chacun. des fêtes et des Par soir, festivals Par avec soir. des dizaines, voire centaines de milliers de personnes. Il faut voir Ouais, c'est ça sûr. aussi. Oui, ça a une très Avec des très grosse sponsors, échelle. Des proches disaient la mode c'est je pense donc tu suis. Oui, oui. Mais la mode. En ce moment, les DJ qui gagnent le plus, c'est un DJ hollandais qui s'appelle Tiesto. Et lui, il prend 80, 90 000 dans les grands festivals. Pour 2 heures. Pour 2 heures d'essai. Pour 2 Et en plus, c'est un bosseur, hein, c'est un vrai hollandais, il en fait 3 par semaine. C'est devenu des dieux, quoi, les mecs. Ah non, c'est pire que des rockstars. Après, pour revenir à la position du DJ dans le club, à la qualité de la musique aussi, il y a encore, je trouve, moi, je vais parler de trucs comme ça un peu cliché aussi, mais par exemple Berghain à Berlin,
où c'est clair, on est tous un peu rivés vers le DJ, mais la musique est quand même qualitative, il y a quand même un esprit underground quelque part qui est encore Ça là. n'a rien à voir avec la qualité de la musique. Hein. Moi, c'est le partage entre les gens. Ouais, carrément. Moi, quand je suis au platine, je veux que les gens dansent entre eux et qu'ils me balancent leur énergie, Bien sûr, qu'ils la renouvellent après, c'était entre pas eux, écrit. Après, pas c'était juste pas dire que ça. façade, tu vois. Ouais, Et c'est vrai qu'au Berghain, ça existe encore dans la grande salle, par exemple. Oui, faut et toi, tout faire, comme les clubs tu joues juniors. pour partager. Bien sûr. Oui, et Ah, bah, puis c'est le ça. Et Berghain, eux aussi, il faut qu'ils me donnent, mais pas de manière frontale. Il Bien faut sûr. qu'eux, ils dansent et que l'énergie, elle est entre les danseurs. Qui délirent entre eux. C'est ça qui est quoi. vachement intéressant. Au Berghain, on ressent moins le côté marketing que dans notre fête, quoi. il faut dire aussi que le Berghain, le son est exceptionnel. Je crois que c'est le meilleur C'est pas pour rien que c'est le système club d'Europe. C'est en un Europe, des hein, meilleurs c'est sacs sûr. du monde. Le son est, enfin je veux dire, Ah oui. quel que soit le DJ, la première chose quand tu rentres dans le Berghain, moi c'est ce que ça m'a fait la Bon, première fois. Bien sûr, T'as tout le il y a corps qui vibre. aussi, C'est un il y a pur aussi système. comment dire, un goût personnel qui aime être collé aux speakers Oui, et le qui speaker, aime c'est avoir La des vibration. moments, avoir une image globale, stéréophonique. Au Berghain, c'est dur d'être collé. C'est vraiment très C'est très fort. très fort. Mais ça rappelle les super clubs à New York, Et le pour moi, Swallow, le pour Connersville, un c'est fabuleux. bon moment, Et là, t'as une le énergie. Rex a été la référence ici à Paris. Si on D'abord, considère il y que a le underground, c'est complètement pas mélangé, forcément il n'y a d'accord. plus grand chose en underground Il y a actuellement dessus à dans le peu monde. près. Dans quelques pays Pas comme beaucoup de le choses, hein. Brésil, Oui. l'Espagne, il y a une culture, elle est de tout mélanger. Qui est Mais dans les intervenue, pays et- nordiques, non, on cloisonne Ah tout, là là là, mais y moi, compris les classes c'est, sociales, hélas.